Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres ce soir. Djibouti porte secours et assistance aux navires porte-conteneurs attaqués dans le golfe d'Aden. Également dans l'actualité de ce 22h, clôture des activités sportives estivales dans la plus vieille ville de la République de Djibouti, à Hayou. Et dans l'actualité internationale, le président turc Recep Tayyip Erdogan va s'associer avec l'Afrique du Sud pour déposer une requête contre Israël pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh rend un vibrant hommage à la mémoire de feu Abdelrahman Mohamed Hirabe, le chargé d'affaires de la Somalie auprès de notre pays. Le président Guelleh a rendu ce vibrant hommage à la mémoire de feu Ibrahim Mohamed Hirabe, le chargé d'affaires de la Somalie auprès de notre pays, décédé ce mardi à Djibouti. Diplomate chevronné, feu Abdelrahman Mohamed a beaucoup œuvré au renforcement des relations d'échange, de solidarité et de fraternité entre les deux pays et les deux peuples, a noté le président Guelleh. Travailleur infatigable, il forçait l'estime aussi pour son ingéniosité et sa créativité, a également indiqué le président de la République, louant le digne combat qu'il a opposé dernièrement à sa maladie. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le président de la République, exprimant ses condoléances les plus attristées à l'État et au peuple frère somalien, ainsi qu'à l'ensemble des proches, amis et familles du défunt diplomate. Décédé ce mardi à Djibouti, où il était depuis de nombreuses années le chargé d'affaires de son pays, la Somalie, Abdelrahman Mohamed Hirabe laisse derrière lui une importante famille. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le navire de guerre porte-conteneur MV Groton a été attaqué le 3 août dernier alors qu'il traversait le golfe d'Aden. Suite à l'incident, le MV Groton est arrivé au mouillage de Djibouti le 4 août 2024 à 16h heure locale. L'autorité des ports et des zones franches a immédiatement pris des mesures pour assurer la sécurité du navire et de son équipage. Le 5 août, l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a immédiatement mis en place une cellule de crise pour évaluer les dégâts. La direction du port de l'autorité des ports et des zones franches a procédé à une évaluation des incendies causés par l'attaque. Grâce à leur intervention rapide, la sécurité et le bien-être de l'équipage ont été garantis et une évaluation approfondie des dommages subis par ce navire a été effectuée. La DPFZA a réaffirmé son engagement à maintenir les normes les plus élevées de sécurité et de sûreté pour tous les navires et équipages opérant dans ces eaux. Cet incident rappelle l'importance de la vigilance continue pour garantir la sécurité maritime dans le golfe d'Aden et dans le Bab el-Mandeb. Le président de l'autorité des ports et des zones franches a, dans un point de presse accordé à la radio-télévision de Djibouti, indiqué que tous les mérites reviennent à notre pays. M. Hadi a précisé que les hommes et femmes qui ont porté assistance à ce bateau sont tous des Djiboutiens. Il s'agit de la 3e génération de jeunes Djiboutiens spécialisés dans le secteur portuaire. Ils portent assistance, secours aux marins qui sont en détresse dans la mer Rouge. Tout ça pour vous dire qu'il est de notre devoir que si quelque chose arrive à un navire de marchandises, il est de notre devoir de lui porter assistance. Nous nous situons à Bab el-Mandeb, lieu stratégique du commerce mondial. Donc c'est pour cela que nous sommes en mesure d'être le premier pays à apporter assistance à ce navire qui a pris feu. Dieu merci, nous y sommes arrivés grâce aux hommes et femmes du secteur portuaire dévoués à leur travail et à leurs compétences ont porté ses fruits. Voilà le résultat. Il est là
Il est palpable, ces navires attaqués en haute mer, sur la mer Rouge, que nous sommes en train de porter assistance, est éteint. Monsieur Hadi est revenu également sur un incident qui a eu lieu également hier aux zones franches. Dans ce cas de figure, le président de l'autorité des ports et des zones franches, monsieur Boubacar Hadi, a affirmé qu'il s'agit nullement de grandes choses. C'est juste un conteneur qui a pris feu et qui n'a pas de grande ampleur. Et ce feu, donc, sur la zone franche a tout de suite été maîtrisé. Il a appelé les Djiboutiens à ne pas céder aux prophètes des malheurs qui spéculent sur tous les incendies qui surviennent. Et bien justement, sur cet incendie, un communiqué du ministère de la Justice a indiqué qu'un incendie qui s'est déclaré donc, aux alentours de 14 heures aux zones franches de Djibouti, communément appelé Djibouti Free Zone. Le sinistre a débuté à proximité d'un entrepôt LU3 de 9100 mètres carrés où étaient stockés des produits alimentaires. Les flammes ont ensuite atteint la façade de l'entrepôt, endommageant donc plusieurs palettes vides, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les responsables du site ont immédiatement sollicité l'intervention des pompiers du port ainsi que la protection civile. Ces derniers sont rapidement intervenus, maîtrisant le feu avant qu'il ne se propage davantage. Aucun dommage corporel n'est à déplorer et aucune perte des marchandises à l'intérieur du hangar n'a été signalée. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du sinistre. Fin de communiqué. Hayou, cette fois, qui a vibré au rythme des festivités sportives d'été sous la houlette du secrétariat d'État au sport. Le complexe sportif de Hayou a accueilli une clôture en apothéose des activités estivales, marquant la fin d'une saison riche en événements et en émotions. Le foot a été le point d'orgue de cette journée de clôture. Les deux équipes finalistes se sont affrontées dans un match allétant offrant aux spectateurs de grande qualité. Chaque action, chaque but a été accueilli par des ovations de la part d'un public enthousiaste venu en nombre pour soutenir leurs favoris. Outre le foot, l'événement a également mis en lumière d'autres disciplines sportives illustrant la diversité et la richesse des activités proposées par la sous-direction régionale d'Obok. Le volet et le hand féminin ont notamment tenu une place de choix dans le programme de cette journée. Un événement qui a été honoré par la présence de plusieurs personnalités du secrétariat d'État chargé des sports, parmi elles le directeur des régions, M. Omar Hassan Abdillahi, qui a salué l'engagement des sportifs et des organisateurs. Dans son mot d'ouverture, M. Ali Outo, sous-directeur de la région d'Obok, Hamadou Ahmed Mahamad, représentant du conseil régional, ont tour à tour pris la parole. Ils ont indiqué que cette journée se conclut donc avec une cérémonie riche en couleurs et la remise à des trophées aux gagnants. Le président de la Fédération djiboutienne de canoë-kayak, M. Ahmed Mahamoud Abdelgadir, a eu la ville blanche cette fois-ci avec la poursuite de la campagne de communication pour le changement social et comportemental en faveur de la petite enfance et de l'éducation préscolaire. Dans le cadre de cette campagne de communication pour le changement social en faveur de la petite enfance et l'éducation préscolaire, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en partenariat avec le projet Jouer pour apprendre financé par l'USAID a clôturé la deuxième phase de la campagne dans le nord du pays, précisément à Randa, dans la région de Tadjoura. La rencontre avec la communauté s'est déroulée en présence d'une délégation composée du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ainsi que du ministère de la Femme et de la Famille. Lancée en février dernier, la campagne vise à sensibiliser les parents sur plusieurs thématiques cruciales pour le développement des jeunes enfants. Parmi les principaux objectifs de cette campagne, nous trouvons l'importance de l'éducation préscolaire, y compris pour les enfants à besoins spéciaux, le développement du jeune enfant et son impact tout au long, à long terme, et l'utilisation du jeu et de l'apprentissage actif comme méthode d'enseignement.
Et notre dossier de ce 22h sera consacré au commerce de proximité. Les détails dans cette séquence. Depuis ces dernières années, la République de Djibouti s'est agrandie. La ville s'est urbanisée, l'apparition des nouveaux immeubles a permis une bonne gestion des espaces à la fois équilibrés et plus modernes, tout en redéfinissant l'espace et l'aménagement du territoire. Cette métamorphose s'entend jusqu'à la commune de Balbala. La construction du nouveau quartier a permis au fil de ces dernières années l'apparition de nouveaux commerces de proximité, que cela soit une pharmacie, quincaillerie, supérette, magasin, épicerie, banque et surtout des restaurants. Aujourd'hui, la commune n'a rien à envier la ville. On trouve des commerces de proximité dans tous les quartiers et presque aussi régulièrement que des boulangeries. Ces commerces veulent en effet être proches des Djiboutiens, de façon à être en mesure de répondre à leurs besoins. Ces commerces de proximité représentent un atout indispensable. En effet, aujourd'hui, les commerces de proximité participent au dynamisme de la commune. Ce commerce de proximité reflète l'explosion de la démographie. Autre fait marquant est la localisation de ces commerces. Leur placement stratégique auprès des grandes artères et non loin des afflux massifs de la population a permis un véritable essor de l'activité économique. أول جيبوتي أون دون جري إمك جيبوتي ما دوننا هداي نقطة دركا هداي نقطة ولا شيء وحول الله سماية هداي نقطة ألاف تأكل كلا لجوا بيستي بابور تاي نقطة وبيع مشتري آد سكوف في اللاري بيا وين بالبلا مقتهي أنا واحد أصبح هرمرك ودن وقاري. Depuis l'apparition de ces commerces, les habitudes du consommateur lambda djiboutien ont évolué et même changé. Mais la donne changera complètement pendant la période du confinement, lors de la pandémie du Covid-19. Cette période cruciale qui a marqué la conscience collective montrera facilement le rôle que ceux-là, les commerces de proximité, ont joué. Un véritable soulagement pour les habitants. La descente vers la ville n'était plus nécessaire, un véritable soulagement pour tous. Dorénavant, il n'y avait plus ce besoin de parcourir un marathon vers la ville pour toute nécessité. Tout cela a renforcé le tissu économique de la commune. Cela a encouragé l'apparition d'autres commerces. La ville de Djibouti se décentralise petit à petit. Cette prise de conscience est liée à la démographie qui devient la demande et les opportunités de commerce l'offrent. Un exemple qui parle de lui-même à tous et qui n'est point un secret. Eh bien, dans le second magazine de ce soir, nous verrons comment procède-t-on à la numérisation des archives. Voici donc ce reportage. Le temps, ce facteur implacable qui façonne et transforme toute chose, ne laisse rien résister à sa course folle. Les montagnes s'érodent, les empires s'écroulent. Face à lui, les œuvres humaines semblent dérisoires. Au cœur de cette réalité, les archives de la République de Djibouti se dressent comme des gardiennes silencieuses de notre histoire. Elles portent en elles les fragments du passé, les témoignages des générations passées et les fondements de notre société. Cependant, le temps les soumet à une inexorable destruction. Ces précieux vestiges de notre mémoire collective sont les gardiennes de notre identité nationale. Elles renferment les décisions politiques, les lois, les échanges diplomatiques qui ont façonné notre destin. Elles sont le reflet de notre évolution, de nos triomphes et de nos erreurs. Conscient de leur importance, la numérisation des archives de l'administration a été une décision politique majeure, initiée par le chef de l'État. Cela a marqué une étape essentielle de la préservation de notre patrimoine national, en commençant par le journal officiel de la République. Il s'agissait de témoigner ainsi la reconnaissance de l'importance de ces documents pour notre nation. De ce fait, cette démarche doit permettre d'assurer la conservation à long terme de ces archives face aux menaces du temps et des conditions environnementales. Elle va offrir également une solution efficace pour préserver les documents fragiles et précieux qui pourraient se dégrader irrémédiablement. En rendant ces archives accessibles sous forme numérique, il s'agira de mettre à la disposition du public une nouvelle opportunité pour la recherche,
l'enseignement et la diffusion des connaissances. Historiens, chercheurs, étudiants et grand public pourront ainsi explorer ces documents avec facilité, découvrant ainsi les décisions politiques, les lois et les événements historiques qui ont façonné notre pays. En d'autres termes, cette démarche reflète également un engagement en faveur de la transparence et de la démocratie. En mettant à disposition ces archives, le gouvernement montre une fois de plus sa volonté de rendre des comptes et permettre à chacun de mieux comprendre le fonctionnement de l'administration et les décisions prises par le pouvoir public, toujours au service du citoyen. Par ailleurs, la numérisation des archives administratives initiée par une décision politique forte dépasse la simple modernisation des méthodes de conservation. Elles incarnent l'engagement envers la préservation de notre héritage collectif, la diffusion du savoir et le renforcement de la démocratie. Les archives, elles représentent notre passé. Elles sont le miroir de notre histoire. Elles sont le reflet de ceux et de celles qui nous ont précédés au poste que nous occupons. Et elles constituent également le reflet du chemin que nous avons parcouru. Chaque courrier, chaque note, chaque correspondance, chaque rapport constitue donc une pièce et du puzzle que constitue l'identité de notre administration. L'histoire dont souvent nous parlons n'est pas ou ne représente pas toujours ce qui s'est passé, mais elle est plutôt ce dont nous nous rappelons. Et en cela, les archives ont leur importance. Cet acte illustre bien un engagement concret envers la préservation de notre histoire et de notre riche patrimoine culturel. En nous confiant ces archives, la présidence contribue de manière significative à l'accomplissement des missions assignées à mon département et plus particulièrement à l'ANPC. Pour la réalisation de ce travail titanesque, toutes les mesures nécessaires ont été mises en place sous l'égide du secrétariat général du gouvernement. Un projet d'une telle envergure requiert la mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire. Cette entreprise colossale témoigne de l'importance accordée à la préservation de notre patrimoine commun par les plus hautes instances de l'État. Des experts en archivistique, en informatique, en conservation des documents, ainsi que des spécialistes en numérisation et en gestion de bases de données ont été nécessaires pour garantir le succès de cette entreprise. Chaque membre de cette équipe a apporté ses compétences et son expertise, contribuant ainsi à la réalisation efficace et rigoureuse de chaque étape du processus de numérisation. Par là, il s'agit de veiller à la qualité et l'intégrité des données numériques, obtenues à partir des archives physiques. Elle permet également de mettre en place des systèmes de gestion, facilitant ainsi l'accès et la recherche dans les archives numérisées. Au jour d'aujourd'hui, cette démarche reflète une approche moderne et responsable de la gestion des archives, mettant en avant les meilleures pratiques et les technologies les plus avancées pour garantir la conservation et l'accessibilité à long terme de notre patrimoine national. Cette initiative du président de la République visant à numériser les documents de l'administration représente un pas significatif vers la préservation et l'accessibilité de notre patrimoine national. Grâce à cette démarche, les archives de l'administration, débutant par le journal officiel de la République, seront préservées de manière pérenne, tandis que leur mise à disposition sous forme numérique permettra à un large public de les explorer et de les étudier facilement. En adoptant une approche moderne et responsable de la gestion des archives, le gouvernement aujourd'hui témoigne de sa reconnaissance, de l'importance de ces documents pour notre société et de sa volonté de promouvoir la transparence, la recherche et la démocratie. Aujourd'hui, cela témoigne de la capacité de l'État à s'adapter aux défis contemporains tout en préservant notre héritage historique. Elle incarne un engagement envers la préservation de notre identité nationale. En bref et en images, la garde-côte djiboutienne poursuit activement les opérations de rafle et de ratissage destinées à déloger les trafiquants et les criminels qui se réfugient dans la zone des mangroves le long de la route de Venise. Ces interventions permanentes venues principalement à lutter contre le trafic et la vente des produits stupéfiants, la zone des mangroves étant devenue un repère et un refuge pour les trafiquants et les vendeurs de drogue.
Le terrain difficile et l'accès limité rendent cette région particulièrement propice aux activités illicites, ce qui nécessite une vigilance accrue et des actions coordonnées des forces de l'ordre. Ces opérations ont permis d'intercepter des quantités significatives de produits de stupéfiants, notamment du hashish, ainsi que d'appréhender plusieurs trafiquants, vendeurs et autres individus dangereux. Parmi les personnalités figurent certains individus activement recherchés par les autorités judiciaires pour divers crimes et délits. Et dans ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, je vous le disais en titre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que l'équipe des juristes du Parlement turc soumettra ce mercredi à la Cour internationale de justice une requête en vue d'associer à l'affaire du génocide intenté à l'encontre d'Israël. La délégation parlementaire des juristes déposera notre requête d'intervention auprès de la Cour de justice de La Haye dans l'affaire de génocide contre Israël, a-t-il fait savoir au terme d'une réunion qu'il a présidée ce lundi à Ankara. Erdogan souligne que la Turquie fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin le plus rapidement possible à cette barbarie qui a coûté la vie à 40 000 innocents au cours des 10 derniers mois. Le président Erdogan a déclaré qu'il ne sera plus toléré de voir des Palestiniens tués sous les bombes de l'État sioniste. Le Premier ministre britannique condamne les émeutes qui secouent le pays à la suite d'une agression au couteau qui a coûté la vie à 3 enfants. Ces propos ont été tenus alors que la police de la ville de Rotterdam s'efforçait de contenir une foule d'émeutiers qui tentaient de pénétrer dans un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile. Des émeutes ont éclaté au Royaume-Uni à la suite d'une agression à l'arme blanche lors d'un cours de danse la semaine dernière qui a fait 3 morts et plusieurs blessés parmi les jeunes filles. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.